Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Tech Lab en Temeta. Aujourd'hui, je suis accompagné de la société Pure Storage pour présenter un nouveau sujet, un sujet qu'on évoque de plus en plus en entreprise, ne serait-ce que la protection d'applications. Je m'appelle Stéphane Collin, je suis chez Antemeta depuis pas mal de temps maintenant. J'ai croisé beaucoup de monde, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, et je vais essayer aujourd'hui de vous partager un petit peu cette vision que peut avoir Antemeta et Pure Storage sur la protection d'applications dans ce nouveau monde qu'est le conteneur. Je suis accompagné de Philippe de chez Pure Storage. Bonjour, Philippe Bouffet, partenaire technical manager au sein de Pure Storage. Donc, je suis là pour accompagner Stéphane aujourd'hui et nous présenter la vision de Pure Storage sur la protection de la donnée et du conteneur, mais pas seulement, on verra effectivement au travers de différentes démos, tout ce qu'on est capable de démontrer aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, les sujets qu'on va évoquer, on va revenir sur un sujet qui est bien connu, je pense, de toute entreprise, de tout le monde, qu'on traite depuis beaucoup d'années, qui est la protection des applications d'entreprise. Alors, ça peut paraître un petit peu bateau, un petit peu simple d'évoquer la protection d'applications, puisque c'est quelque chose que vous, clients, que nous, intégrateurs, réalisons depuis des années. Sauf que les choses évoluent grandement. Et quand on dit les choses évoluent grandement, c'est on doit intégrer de nouvelles technologies, de nouveaux contextes, de nouvelles difficultés d'infrastructure à prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de vous présenter ce sujet de différentes manières. On aura une première manière qui est basée sur qu'est-ce que déjà une application au sein d'une entreprise, rappeler cette notion d'application, qu'est-ce qui est devenu l'application au sein de l'entreprise, voir un petit peu pourquoi on a besoin de protéger ces données, quels sont les différents usages qu'on peut avoir derrière à la protection de ces environnements, et surtout voir un petit peu les nouveaux challenges qui peuvent se poser à nous, parce que les applications ont grandement changé et les usages ont grandement changé, et on vous présentera tout simplement aujourd'hui comment on peut proposer des solutions pour protéger, pour reprendre, pour remettre à disposition de l'information, des applications et des contextes complets autour des différents conteneurs et surtout des applications dans les contextes conteneurs. Si on commence déjà par rappeler qu'est-ce qu'une application d'entreprise. On a tous à l'esprit les anciens serveurs qu'on pouvait utiliser, que ce soit de la fameuse mini-informatique qu'on a pu connaître dans les années 2000 où on déployait des gros serveurs Oracle, des gros environnements basés sur des applications web, des applications client-serveur, des ERP et ainsi de suite, qui étaient basées sur des grosses machines. Petit à petit, on a commencé à tendre vers une consommation des applications un petit peu différente. Pourquoi? Parce qu'est arrivé l'ère de la virtualisation, des machines virtuelles, des environnements virtualisés, et qui nous permettaient de commencer à continuer à utiliser ce même contexte, ces mêmes environnements applicatifs, mais au sein des infrastructures virtuelles, qui ont simplifié grandement les usages. Par contre, on a toujours continué à faire la même chose. Protéger des bases de données, on a continué à protéger des serveurs, des systèmes d'exploitation, et on a continué à se poser les questions. Comment protéger mon système, comment protéger mon application, comment rendre cohérente l'information, et surtout, en cas de désastre majeur, comment reprendre l'activité sur tous ces environnements. La virtualisation a amené de la simplicité, mais on a continué à faire la même chose au final. Aujourd'hui, on commence à avoir des applications qui sont beaucoup plus hybrides. On commence à voir arriver la notion de conteneur. Alors le conteneur, ça peut paraître une évidence, mais ce n'est pas encore une évidence dans toutes les entreprises. Ce n'est pas une évidence pour toutes les applications. Et c'est ce qui fait que l'usage de ces applications, même si les éditeurs arrivent avec des applications qui sont vraiment réfléchies conteneurs, dans les entreprises, ce n'est pas évident de s'adapter à ça parce qu'on va commencer à protéger l'information différemment. On va commencer à se poser la question différemment. Est-ce que j'ai besoin de protéger un contexte? Est-ce que j'ai besoin de protéger des systèmes et ainsi de suite? Donc c'est ce qui fait que ça commence à devenir un petit peu plus difficile. C'est des nouveaux usages, des nouvelles méthodes de protection. Et il faut se remettre en question tout simplement pour arriver à fournir une réponse à cette, on peut employer le terme, à cette hybridation des usages qu'on peut rencontrer. Et on voit que l'arrivée des solutions telles que Kubernetes, qui peuvent s'appuyer sur des infrastructures virtuelles, qui peuvent s'appuyer sur du cloud qui soit public, qui soit privé, qui soit ce que vous voulez, mais surtout qui sont hybrides. Et l'usage de ces applications dans ces conteneurs nous amène à avoir un usage beaucoup plus simple. Alors après avoir dit tout ça, on va dire que c'est une vision, c'est une compréhension de ces usages. Je serais intéressé un petit peu de voir quelle est je ne vais pas dire la vision de Pure Storage, mais c'est surtout la compréhension
de Pure Storage par rapport à ces nouveaux usages, à ces nouvelles applications et surtout ces nouveaux challenges parce que on n'est plus à je présente un volume, je protège un volume et je restaure un volume au final si on prend un petit peu de recul. Tout à fait, Stéphane. Comme tu l'expliques, effectivement, on a connu les serveurs physiques, puis la virtualisation, qui n'était qu'une émulation, on va dire, des serveurs physiques, et arrive maintenant le monde du conteneur, qui vient du monde du DevOps, qui a amené effectivement ces nouveaux usages pour apporter de l'agilité à la transformation des applications, pour les mettre plus rapidement sur le marché des nouvelles applications. Le fait aussi, comme tu l'as mentionné, de partir sur des architectures hybrides, donc commencer pourquoi pas sur l'on-prem, puis déborder vers le cloud, avoir une mobilité sur ces applications, mais tout ça de manière avec une agilité qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui avec ce qu'on avait en termes de virtualisation avec les VM. Et effectivement, il faut à ce niveau-là s'adapter aux nouvelles fonctions, puisqu'on n'est pas sur des fonctions, des mécanismes qu'on connaissait précédemment sur la virtualisation ou les serveurs physiques. Il y a une autre méthodologie d'utilisation de ces conteneurs pour les protéger, pour les créer, pour les développer et pour apporter aussi des protections de ces environnements. Et c'est pour ça que Portworx est une réponse à ces besoins. D'accord, donc il faut qu'on reprenne un peu d'auteur, qu'on soit un petit peu plus humble, c'est-à-dire qu'on arrive sur un nouveau monde, comme tu disais, issu du DevOps, mais surtout qu'on n'arrive pas avec nos habitudes de dire vous inquiétez pas, vous avez votre base de données, on va installer un agent de sauvegarde qui va vous protéger cette base de données. Non, là il y a un contexte et faut un peu un langage. Tout à fait. Réapprendre, ok. Alors, très bien, aujourd'hui tu as évoqué Portworx, donc une des solutions qui peut apporter ce type de réponse. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on va se poser les mêmes contraintes, les mêmes obligations par rapport à ce qu'on avait avant parce qu'aujourd'hui, on disait je vais utiliser la sauvegarde pour faire de la reprise d'activité. On va utiliser les infrastructures virtuelles, tu as évoqué l'infrastructure virtuelle, mais aussi les infrastructures cloud ou hybrides pour faire de la reprise d'activité. Se poser la question, est-ce que au final, ça va être la même chose ? Est-ce qu'on va continuer à fonctionner de la même manière ? Est-ce qu'on va avoir cette même vision de ce qu'on pouvait connaître avant ? Je vais reconstruire mon infrastructure, je vais réinjecter l'information dans cette infrastructure ? Ou est-ce qu'on va avoir des usages peut-être beaucoup plus orientés dans la philosophie du DevOps en tant que tel ? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, les grands concepts, comme tu mentionnais, la protection de la donnée, ce qu'on appelle la sauvegarde, la restauration, le fait d'avoir une application qui peut être résiliente, ce qui va être présente sur plusieurs sites, par exemple, de manière synchrone ou asynchrone, peu importe. Ils existent toujours dans le monde du conteneur, ça n'a pas changé. Par contre, la manière de le faire est un peu différente et effectivement, là où on était très orienté infra sur les solutions actuelles, on va être plutôt orienté application dans le monde du conteneur. Et c'est là où il faut faire vraiment la différence et avoir cette vision application et pas une vision infra comme on pouvait avoir dans le temps sur les architectures dites virtuelles ou physiques. D'accord, donc un vrai changement de paradigme, si on peut se permettre le mot. Ok. Qu'est-ce qu'on a préparé pour aujourd'hui ? Est-ce qu'on va juste déblatérer sur le monde marketing, la réponse absolue qu'on peut apporter ou on va aller un cran plus loin ? Non, on va essayer de démontrer ce qu'on présente aujourd'hui au travers de différentes démonstrations, au travers de notre lab. On a différentes applications pour expliquer un peu comment fonctionne le monde du conteneur, des applications dites stateless qui n'ont pas besoin de persister les données et des applications stateful qui, elles, ont besoin que les données qui sont générées soient préservées, protégées, multipliées, pourquoi pas, ou répliquées sur différents sites. D'accord. Donc déjà, là, on commence à intégrer des nouveaux termes, des nouvelles notions. On va essayer de rester sur un langage le plus digeste possible. Alors, c'est pas évident parce que, comme je le disais, beaucoup d'humilité à avoir sur ce monde parce que c'est véritablement un nouveau monde, une nouvelle réflexion, une nouvelle compréhension. On va essayer de rendre un petit peu digeste tous ces éléments. Ok, tout à fait. Et bah, allons-y. Ok, donc on a déjà une première application, on va voir, qui est une application très, on va dire, on a pris un jeu pour vous expliquer comment fonctionne effectivement Kubernetes, qu'est-ce que ça apporte dans le monde du conteneur. D'accord. C'est-à-dire quelle est sa fonction, une de ses fonctions, il y en a plusieurs, c'est-à-dire l'orchestration, c'est-à-dire de pouvoir déployer, piloter le fonctionnement, le nombre de conteneurs dont on peut avoir besoin, les redémarrer si jamais ils sont tués ou ils crashent, voilà, d'avoir cette possibilité de pouvoir orchestrer de manière automatisée toutes ces parties-là. En gros, avoir un cluster qui garde une application et fait en sorte que cette application reste vivante.
Tout à fait. Comme un cluster traditionnel. Comme un cluster traditionnel, on retrouve un peu effectivement des principes qu'on connaît. D'accord. Sauf qu'il faut s'adapter effectivement au monde du conteneur qui a un fonctionnement différent de ce qu'on connaît dans le monde de l'infrastructure virtualisée par exemple. Ok. Alors c'est quoi cette première application que tu veux nous présenter? Donc ça s'appelle CubeDoom, ou CubeDoom, hein, si fallait que je Si tu prononce veux te mieux en permettre anglais. le terme. Voilà. Donc c'est l'appli Doom hein, qu'on a tous connu, le jeu plus exactement, hein, qui va nous permettre de tuer des conteneurs et de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que va faire Kubernetes si un conteneur disparaît, est-ce qu'il va le redémarrer ou pas. Donc ça dépendra effectivement de la configuration qui a été faite au niveau de l'application. D'accord. Donc pour ça, je vais lancer l'application. Donc quand tu dis une application qui va tuer des conteneurs, c'est ni plus ni moins qu'un virus, ton application. Là. Elle va arriver, elle va tout nous détruire. On ne va pas se retrouver avec quelque chose qui ne va plus fonctionner derrière. On va se retrouver à devoir arrêter cette démo et tout recommencer. Alors, dans le monde du conteneur, effectivement, on va avoir une application va être multipliée. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs réplicas d'une application pour apporter le service. On est, comme tu as dit, sur un cluster, donc il faut donner de la disponibilité aux applications, y compris au niveau de Kubernetes. Hein, donc les services vont être multipliés pour se prémunir d'un arrêt de service. Donc chaque service va être présent plusieurs fois. Donc même si on tue un service, il va être déjà redémarré automatiquement par Kubernetes. Mais en plus, effectivement, on va pouvoir persister le service pour l'application et l'ensemble des applications portées par Kubernetes. D'accord. Donc, on va essayer, je ne suis pas un spécialiste de Doom. Tu n'as pas été dans ta jeunesse si, mais ça fait gamer. Très longtemps que je n'ai pas joué à Doom. Donc, je vais rechercher effectivement les fameux services qui sont représentés par des monstres, comme on peut le voir à l'écran. D'accord. Je vais essayer de changer avec une arme un petit peu plus... Donc là, ce que je vois, là, les petits trucs au fond, alors on n'est plus dans la qualité graphique actuelle. Hein. Non, mais c'est très bien pour notre démonstration et ce sera suffisant. Donc chaque monstre représente ce qu'on appelle un pod. D'accord. Je ne sais pas si tu veux expliquer. Rappelez peut-être un pod. Voilà, comme on l'a dit, nouveau langage. Alors, le pod aujourd'hui, si on doit le simplifier, on va essayer de déterminer, de faire en sorte d'évoquer le fait que le pod va être une application en tant que telle. Bien qu'une application peut être un ensemble de pods, peut être un ensemble de sous-services, je ne sais pas comment on peut les appeler. Encore une fois, hein, je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à avoir une bonne compréhension. Mais si demain on a une application qui fournit un service basé sur de la base de données, basé sur un frontal web et ainsi de suite, eh ben, on va avoir différents pods qui vont tourner dans un contexte qu'on va appeler un namespace, un espace, dans lequel on retrouvera des éléments. Donc là, si j'ai bien compris, ces différents monstres sont des pods et si on les tue, on perd des pods. On perd les pods et on va voir ce qui se passe. D'accord. Donc sur la partie droite de mon écran, on a le jeu Doom. Sur la partie gauche, j'ai l'ensemble des pods qui tournent sur mon cluster Kubernetes. Donc on voit un ensemble des services qui tournent, hein, à la partie running. Et on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque je tue des pods avec mon arme un peu de destruction massive. Hein, Alors, on n'est pas sur la fluidité de la PS4 ou de la PS5 maintenant, quand même. Non. Donc, je crois que tu t'es tué toi-même là. Donc là, on commence à voir apparaître des choses. J'ai vu des noms. Alors ces noms, effectivement, ressemblent à ce qu'on peut constater sur la gauche, qui vont être les différents services qui ont été lancés. Je crois qu'on ne va pas arriver à bien viser là pour le coup. Allez, une dernière tentative. Et je suis mort. Tu veux qu'on réessaye ? On va essayer. Allez, on va retenter et on va voir un petit peu le résultat. C'est l'effet un petit peu démo hein, sur lesquels on voit que ça n'a pas la convivialité. On aurait dû peut-être prévoir une manette pour arriver à gérer cette application. Bon, le but qui est vraiment recherché derrière tout ça, c'est de montrer qu'aujourd'hui, Kubernetes n'est ni plus ni moins qu'un cluster. Ça fait des années qu'on travaille sur des clusters pour pouvoir mettre des environnements, quels qu'ils soient, des applications métiers ou autres, où on va développer des scripts qui vont permettre de tenir des applications dans ces différents clusters. Là, Kubernetes, au final, n'est qu'un cluster applicatif qui démonte. Alors là, je vois que mon service manager a été tué, donc il va être recréé comme on le voit. Et on tue n'importe quoi là, donc en gros… Voilà. Je tue un pod ou plusieurs en fonction de mon niveau de dextérité qui n'est pas terrible. Hein, c'est vrai, je te confirme, hein, tu n'es pas au top là. D'accord, et donc là, dans ce qu'on a pu constater, on voit qu'on a tout un ensemble d'opérations qui sont running, donc démarrées, et tu en as tué plusieurs. Voilà. Et là,
je pense que le point important de noter, c'est que au final, c'est un cluster C'est ça. qui gère la disponibilité, la relance et la remise en service des environnements, des pods, des applications associées. OK. Donc Voilà. ça, c'est un type d'application. Donc on monte du Kubernetes pour monter du KubeDoom principalement, ou Non, on fait ça, autre chose? c'est juste pour illustrer le propos, on est bien D'accord. d'accord, ce n'est pas du tout le type d'application qu'on va utiliser dans le monde Kubernetes. Hein. On va Ouais. utiliser des applications d'entreprise, hein, des Ouais. applications qu'on connaît même dans le monde de virtualisation ou serveur physique. On peut parler d'applications comme MySQL, WordPress ou autres. D'accord. Donc c'est des applications connues et des applications qu'on va dire cloud native, hein, qui sont toutes ces nouvelles applications adaptées à être développées effectivement sur des architectures cloud, hybrides ou multi-cloud. OK. Donc on passe donc sur une seconde application. Alors on va commencer à parler de type d'application. Tu as employé des termes tout à l'heure. Tout à fait. Stateless, stateful. J'aime bien employer d'autres termes. Je ne sais pas, c'est pas pour mettre ma petite empreinte. J'aime bien employer la notion d'application éphémère. Je ne sais pas si on peut le considérer comme un terme louable dans le monde du conteneur, mais au final, il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des applications aujourd'hui qui ont lieu d'être à un instant T, mais qui n'ont pas lieu de conserver de l'information en tant que telle. Est-ce que c'est ça qu'on va présenter? C'est ça un peu la différence qu'on pourrait avoir entre ce que tu évoquais, le stateless, et le stateful? Tout à fait. Là, on va lancer une application qui s'appelle Yeb. On va voir à quoi sert cette application. Donc, cette application va nous permettre effectivement de réaliser des choses. Par contre, les données qui vont être générées par cette application, elles ne vont pas être préservées. Hein. Donc, si l'application meurt, on perd les données associées à cette application. Donc, au final, ça ne sert à rien d'avoir des datas sur cette application. Tout à fait. Et ça ne servira à rien de la protéger non plus, parce que ce n'est pas forcément le but d'une application d'être protégée non plus. D'accord, on reviendra sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet important, ça, hein, de commencer à se poser la question de l'utilité de protéger, mais de l'utilité de tout protéger, effectivement. Tout à fait. Donc, second effet démo. C'est ça. Donc, application Yelb plutôt, excuse-moi, j'avais pas bien compris le terme. Donc, je vais créer cette application. Hein. Pour ça, on va utiliser la logique Kubernetes, hein, qui est basée effectivement sur des fichiers qu'on appelle des fichiers YAML. C'est ce qu'on appelle des manifestes, je crois. Voilà, des manifestes qui vont décrire l'application et tous les services dont elle va avoir besoin pour fonctionner. Donc là, tu viens de déployer une application. Là, je suis en train de le déployer. L'application a été déployée. Donc, cette application a un certain nombre de besoins. Elle peut être composée, comme tu l'as dit, de plusieurs services, hein, ou de plusieurs applications au sein d'un même pod. Et on va voir effectivement à quoi ressemble cette application. Donc, cette application est disponible au travers d'un serveur web que je vais vous montrer à partir de là. Donc voilà, c'est une application qui va permettre effectivement de voter pour ce dont j'ai envie de manger. Hein. Ça peut être un burrito, un pancake ou autre. Ah, ça, c'est important donc, ça. Oui, une application importante pour l'entreprise. Surtout en France, hein, la nourriture importante. Bon, c'est pas forcément la nourriture qu'on préfère en France, mais c'est important. Et à chaque fois, voilà, je vais voter. Et à chaque fois que je vote, ça crée des statistiques sur cette page. Et même chose, si je rafraîchis la page, hein, je verrai le nombre de fois où cette page a été vue. D'accord, donc un peu une application de vote qui a une utilité à un instant T, qui va nous permettre de commander les meilleurs plateaux repas du quartier et qui nous permettra de dire, voilà, on vous a fourni un service à un instant T. Peut-être pas besoin de conserver cette information, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a vu que tout à l'heure, on avait tué des pods, hein, et si je tue effectivement le pod qui héberge cette application, on va voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc pour ça, comme je suis un petit peu feignant, j'utilise un script que je me suis créé au préalable. D'accord. Qui va trouver une des applications, enfin plus exactement le pod qui correspond à l'application, et le tuer, hein, comme on l'a fait au travers de KubeDoom, sauf que là on utilise des commandes. D'accord. Tu voulais pas essayer au travers de KubeDoom de tuer cette application? Je suis pas très doué. Hein. Ça paraissait un petit peu difficile. Et pas très bonne. Donc je vais rafraîchir la page. D'accord. Et on va voir que j'ai perdu effectivement toutes les données que j'avais précédemment. Ça veut dire quoi? Tu as killé l'application. En gros, on a fait quoi? J'ai fait un kill -9 d'un service. Voilà, c'est ça, ou c'est sur un serveur physique et j'ai arrêté physiquement le serveur, j'ai coupé électriquement et là j'ai redémarré. Et on voit qu'au redémarrage, je ne récupère pas les informations que j'avais précédemment. Très bien, on a résolu le problème des entreprises au final. On n'a plus besoin de stocker de données. On fonctionne en application éphémère non, ça ne marche pas comme ça peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse au Green IT. J'ai peur que
ça ne soit pas utilisable pour l'ensemble des applications du marché. D'accord. Bon, bah, passons peut-être à une application, pour le coup, qui est plus adaptée à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, avec beaucoup de données, des terras et des terras de stockage, pour pouvoir vendre de la baie de stockage. Non, enfin des applications d'entreprise tout simplement, hein, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qu'on a prévu comme application pour montrer ça? Une application WordPress, D'accord. une application assez connue dans le Un monde petit du peu, développement oui. web. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les gens qui assistent à ce webinaire. Donc c'est une application qui est composée d'un serveur d'application et d'une D'accord. base de données qui va permettre de référencer les différentes pages web et d'autres informations de l'application. Ah, on retrouve notre vieux monde d'applications multitiers. On va avoir la base de données quelque part, on va se retrouver avec le portail web, l'application WordPress en tant que telle quelque part. Là, tout va être hébergé dans Kubernetes. C'est que des conteneurs, tout ça. Tout à fait. Ce sont des conteneurs. On a même plusieurs conteneurs qui, eux, sont dans une enveloppe qu'on appelle le pod, comme on a vu. Ouais. Et là, on aura deux pods, un qui va héberger la base de données MySQL et un autre qui hébergera les serveurs d'application WordPress. D'accord, mais si j'avais envie d'avoir une base de données qui est chez Antemeta, sur un serveur, tout ce qui est le plus banalisé, c'est possible? J'ai le droit de faire travailler, cohabiter les deux mondes ensemble? Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Il y a des méthodes de communication. Ça peut être des REST API, ça va être des langages propriétaires. Il y a différentes manières de communiquer effectivement entre un serveur d'application et une base de données. On connaissait ça dans le temps sur des architectures qu'on appelle des architectures 3 tiers, 3 couches, avec fronton web, serveur d'application et base de données. Ok, bon, c'est pas le sujet, mais on va dire qu'on n'est pas dans un monde fermé. Non, tout à fait. C'est ça qui est plutôt intéressant. Il y a une ouverture et effectivement ce qui permet aux gens, aux clients plus exactement, de pouvoir migrer de manière doucement, en prenant leur temps pour pouvoir développer les applications vers un monde qui est beaucoup plus agile par rapport aux applications d'entreprise qu'on connaissait par le passé, mais de prendre leur temps et de faire évoluer brique par brique les différents modules d'une application. Ok, très bien. Donc là, une application WordPress. Donc je suppose qu'il va falloir qu'on installe une base de données, qu'il va falloir qu'on la configure, il va falloir qu'on mette des mots de passe, alors, qu'on installe des packages. Effectivement, il faudrait faire tout ça, sauf que bon, pour rendre un petit peu plus fluide la présentation, j'ai déjà développé et installé l'application, elle est déjà préconfigurée, donc on a déjà un site web personnalisé qu'on va voir, qui nous permet effectivement de voir à quoi ça ressemble, et on va faire des modifications, on va utiliser des mécanismes de protection, voir est-ce que je peux revenir facilement en arrière, quels sont les moyens de le faire, donc on va voir ça au travers de cette troisième démonstration. Ce qu'on peut aussi évoquer, c'est le fait que déployer une application, alors il y a des notions de repository dans Kubernetes, mais au final, déployer un WordPress avec un MySQL, au final, on s'appuie sur deux manifestes, peut-être même qu'un seul, si on utilisait un repository qui embarquerait tout, tel que, alors je ne sais pas bien le dire, HLM, je n'ai pas le bon langage, on va dire. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que tout ça, ça reste extrêmement automatisé maintenant. On n'a plus besoin d'artisans comme Antemeta pour venir construire tout ça, installer ces applications que je ne vais pas nommer d'un peu compliquées, mais on arrive quand même dans un monde où les choses se sont simplifiées. Même si on utilise de la ligne de commande, qui avant était l'effigie de quelques experts Unix, S400 peut-être même, fut un temps, mais qui aujourd'hui revient parce que on voit que c'est de la consommation à l'usage qui est beaucoup plus simple, qui est vraiment dans une philosophie que tu évoquais du DevOps. Au final, c'est pas difficile de déployer. J'ai réussi moi à déployer une application, un MySQL et un WordPress ça a peut-être pris 3 minutes peut-être pour lire les lignes de commande et comprendre ce qu'il fallait faire. Alors effectivement, ce monde du DevOps a apporté beaucoup de simplicité, d'automatisation comme tu dis. Bon, maintenant c'est vrai que faire une application tout seul dans son coin, c'est assez facile. Il suffit d'aller sur le web, une recherche dans un moteur de recherche classique bien connu que je ne vais pas nommer, et de trouver effectivement tout un ensemble de tutoriels disponibles. Bon, ça, c'est, on va dire, la face simple de l'histoire. D'accord. On sait bien qu'une entreprise, ce n'est pas une application qu'on est même capable d'installer sur son propre ordinateur portable, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc il va falloir être accompagné par des experts, dont Antemeta, qui vont pouvoir guider les clients sur les bonnes méthodologies, les bonnes pratiques dans ce monde-là, qui sont différentes de ce qu'ils ont pu connaître dans le passé. D'accord. Certes, il y a une certaine facilité qui est apportée, mais il y a quand même des choses à prendre en compte, surtout les histoires dont on parlait, le fait de persister les données, quand j'ai protégé ces données. Il faut avoir une réflexion différente. On n'est plus sur de la réflexion de l'infrastructure, où j'ai réfléchir beaucoup sur des notions de stockage en termes de protection. Là, il faut vraiment prendre le contexte global de l'application à ce niveau-là. Sinon,
on va louper certaines choses et on ne va pas apporter une bonne réponse pour les clients aujourd'hui. Bon, je suis content de voir que notre métier d'artisan de l'informatique, il est encore présent. D'accord. Donc, si on en revient à notre application, parce que là, on discute, mais on ne présente rien au final. On parle beaucoup. Donc, j'ai un serveur WordPress, comme on voit ici. Ah là, on héberge le serveur web de Pure Storage sur ce cluster. Alors, ce n'est pas le site institutionnel, c'est comme on le voit ici, c'est un serveur de démonstration. D'accord. Avec différentes pages. Et on va effectivement modifier ce serveur et voir si j'ai la possibilité de revenir en arrière. Donc, on va utiliser différents mécanismes, des mécanismes par protection par snapshot et aussi par notre module PX Backup de Portworx qui permet de faire une sauvegarde complète de l'application. D'accord. Je reviens un peu en arrière par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on a commandé nos plateaux repas pour ce midi, en résumé. Là, on a une application, un site web de démonstration, bien évidemment. Par contre, là, on commence à parler tu parlais de stateful tout à l'heure, de données persistantes. Donc, on commence à avoir un environnement qui nécessite de la data qu'on va devoir réutiliser, que ce soit sur un incident, que ce soit sur une restauration, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on protège cette information. Donc là, cette application va nous permettre de présenter les usages qu'on peut avoir vers du stockage persistant, vers du besoin autour du stockage persistant. Oui, tout à fait. D'accord. Et pourquoi on est en train de parler de ça aujourd'hui? Alors, la question, elle est pas dire un peu piégeuse en tant que telle, mais Kubernetes n'arrive pas avec. Enfin, on se dit, on déploie un cluster Kubernetes, on a fait un choix, on va aller chercher, je ne sais pas, plein de modules qui existent partout. Alors ça, là aussi, il faut arriver à y voir clair sur les modules entreprise et modules open source où on peut aller. Mais au final, Kubernetes n'arrive pas tout en un. Pourquoi on a besoin de présenter Portworx aujourd'hui? Effectivement, lorsque les mondes du conteneur étaient là, on revient sur ces histoires d'applications stateless. On développait ces applications, on était dans le monde du développement, donc les gens qui développaient les applications, ils n'avaient pas besoin de garder ces applications, comme on a expliqué, c'est très simple de recréer une application, un serveur WordPress et autres, et les données qu'ils généraient n'avaient pas besoin d'être préservées. Et puis on a un petit peu tordu le modèle et effectivement on a utilisé maintenant Kubernetes et le monde du conteneur pour utiliser des applications qui elles nécessitent de préserver les données. D'accord. Et c'est un peu là où les choses sont compliquées, c'est que Kubernetes n'était pas prévu pour ça, donc il a fallu modifier Kubernetes et ensuite il va s'appuyer sur différentes méthodologies, donc généralement des plugins fournis par différents fournisseurs de stockage ou des solutions un peu plus complètes comme Portworx qui va avoir un côté agnostique et qui va virtualiser l'architecture sous-jacente, qu'on soit dans le monde du on-prem, qu'on soit dans le monde du cloud, sur des architectures hybrides ou multi-cloud, et de permettre de banaliser la partie infrastructure pour permettre aux clients d'avoir une solution simple pour développer ces applications, pour les créer et les protéger. D'accord, mais pourquoi ne pas continuer à avoir des infrastructures virtuelles avec l'hyperviseur le plus connu du marché ou l'hyperviseur le plus dynamique du marché? Je ne sais pas lequel est le mieux placé, mais en s'appuyant sur un hyperviseur, des machines virtuelles, on monte un cluster Kubernetes derrière tout ça. Et au final, pourquoi je ne m'appuie pas sur l'infrastructure virtuelle, tout simplement, pour continuer de faire ce que je faisais avant? Alors c'est toujours faisable, il y a des solutions qui existent de cette manière, comme tu dis, ou pour simplifier, parce que Kubernetes n'est pas la solution la plus simple à installer, donc effectivement il y a des solutions un petit peu clés en main qui vont utiliser des hyperviseurs, qui vont aussi fournir le service Kubernetes de manière un peu plus automatisée. Donc effectivement c'est une bonne réponse, sauf qu'on a toujours des problèmes en termes de mobilité, l'application doit être mobile, parce que je peux avoir un bon heure ponctuel ou je vais avoir un événement particulier, il me faut plus de puissance, donc plus de modules, plus de services qui vont devoir tourner. Donc généralement, j'utilise le cloud, qui est une bonne solution. Ça peut être le cloud Antemeta, où vous pouvez fournir ce type de service. Ça devrait être le cloud Antemeta. Ça devrait, tout à fait, on est bien d'accord. Et donc effectivement, si on a une solution un petit peu trop monolithique, que je vais appeler l'hyperviseur, et pas une solution qui va pouvoir s'adapter aux différents environnements, ça peut être compliqué effectivement pour les clients d'utiliser ce type de solution, parce qu'elle va bien tourner sur son architecture on-prem. Par contre, Antemeta n'utilise pas la même solution forcément. Elle peut avoir sa propre solution propre, et donc il faut une solution qui soit agnostique à ce niveau-là. D'accord, donc on peut partir d'un client qui utilise un monde hyperviseur chez lui, quel qu'il soit, et qui choisit d'aller sur le cloud Antemeta avec de l'OpenStack, avec je ne sais quoi, au choix. Donc ça, c'est, en fin de compte, on essaye de faire en sorte à ce que cette mobilité, ce qu'on commence à présenter par rapport au cloud provider public, quel qu'il soit, c'est-à-dire savoir cette capacité d'apporter de la mobilité, là on l'apporte au niveau du conteneur. C'est ça. Si je veux vulgariser un Voire petit même au niveau de l'application, on remonte un conteneur avec un composant,
on verra que le conteneur contient l'application. Mais voilà, dans le monde Kubernetes, il y a tout un ensemble de définitions, hein, dans le manifeste dont on parlait tout à l'heure. Il faut prendre en compte tous ces services, hein, donc ils ne font pas. Le conteneur est un composant, mais il n'est pas suffisant. D'accord. Ok, je comprends. Donc il y a quand même un besoin. C'est pas juste aujourd'hui se dire bon, c'est un nouveau monde. Il faut qu'on apprenne à parler à ce nouveau monde, mais au final, on va refaire exactement ce qu'on faisait avant. Non, là, on essaye d'avoir une approche, je tords le modèle que je connais, je tords le modèle que j'applique. Non, j'essaye d'amener une réponse peut-être en ne tordant pas le modèle, mais en apportant une réponse qui est plus naturelle dans le contexte Kubernetes, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est-à-dire que Portworx, contrairement à d'autres solutions, il y a d'autres solutions qui n'ont pas forcément la même approche qu'on a. On a vraiment pris le fait d'être dans un monde Kubernetes, comment fonctionne Kubernetes, comment fonctionnent les applications dans le monde Kubernetes, et s'adapter à ce monde-là pour pouvoir bien prendre en considération la problématique qu'on va avoir sur cette protection de la donnée, le fait de pouvoir répliquer les applications, de pouvoir les migrer vers le cloud ou revenir on-prem, apporter cette mobilité, ces architectures multi-cloud. C'est vraiment comme ça qu'a été pensé Portworx dès le départ. D'accord. Eh bien écoute, tu nous montres ça? On va réaliser ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme première démonstration? Comme je disais, on va modifier cette application et on va effectivement utiliser des mécanismes de snapshot fournis par Portworx, qui va permettre effectivement de revenir à un état précédent si la modification qui a été faite n'est pas désirée par le client. Faire du snapshot. Classique, hein, voilà, des mécanismes qu'on connaît dans le monde du stockage, hein, dans le monde virtuel, physique, peu importe. Utiliser la magie du snapshot. Je t'en prie. Donc on utiliser cette magie, comme on dit. C'est ça. Le snapshot a toujours, même à l'arrivée de la virtualisation, on parlait de la magie du snapshot qui pouvait remplacer du backup. On reviendra sur ce sujet juste après, sans tergiverser dans les débats. Le snapshot est un backup, pas un backup. C'est plus un débat philosophique qu'autre chose. Donc là, tu utilises des commandes qui sont des commandes Kubernetes. Tout à fait. En gros, je suis administrateur, moi, Kubernetes. Tu m'apportes de la capacité technologique, tu m'apportes de la fonctionnalité, et ça s'appuie sur de la commande Kubernetes. Oui, on a beau avoir une solution qui s'appelle Portworx, même si elle a ses propres commandes, pour faciliter justement l'intégration de Kubernetes, on peut piloter Portworx directement depuis Kubernetes. D'accord, c'est un peu ce qu'on appelle la cloud-based intégration. On parle de différents types d'applications, d'intégration des baies de stockage, d'intégration d'applications, là pour le coup de Portworx, où je voyais qu'on parlait de notion de cloud-based. Au final, application réfléchie, développée pour Kubernetes, dans la réflexion Kubernetes, c'est ce qui fait qu'on l'utilise par ces différentes API directement. Effectivement, et ça simplifie pour les clients l'administration, la prise en main de cette solution, puisqu'il n'est pas obligé forcément de s'adapter. Bon, alors si, il y a certaines adaptations, mais je veux dire, voilà, on n'est pas les seuls à fournir des solutions de snapshot. On a des concurrents qui le font, par exemple. C'est vrai, ça existe. Mais voilà, on le fait et on va le créer directement depuis Kubernetes. Et le client, il ne va pas se remettre en question en se posant comment je le fais avec Portworx. Il va utiliser les mêmes commandes Kubernetes. D'accord. Donc là, tu as créé un snapshot. Tout à fait. Et ce snapshot… On va voir un peu des informations sur ce snapshot. Donc, on a différentes commandes. Donc, ça peut être des commandes Portworx spécifiques qui vont me donner des informations sur le nom du snapshot, sur quel volume a été pris ce snapshot, quand est-ce qu'il a été pris et son état. D'accord, tout simplement, ok. Voilà. Et donc, ce snapshot, on peut en faire quelque chose? On va l'utiliser, tout à fait. Mais avant de l'utiliser, alors j'ai les mêmes commandes. Si je veux avoir la même chose dans mon Kubernetes, je ne suis pas obligé d'utiliser pour avoir les mêmes informations que des commandes Portworx. Je peux aussi le faire, comme on le voit là, où je vais retrouver les mêmes informations, présentées un petit peu de manière différente, à le mode Kubernetes, mais j'ai exactement les mêmes informations qui me sont fournies. D'accord, donc qui est lisible, traduisible par l'ensemble des gens qui connaissent bien Kubernetes. Tout à fait. D'accord. Donc, autant que ça leur parle, c'est le plus important, je pense. Oui. On est bien là pour effectivement des gens qui connaissent un petit peu ce monde-là. Donc je vais aller sur la partie administration de Portworx et je vais retirer un élément du site. De WordPress, tu veux dire. Donc là, tu veux faire du ménage dans WordPress et revenir sur ce snapshot. Ok, tout à fait. Je te laisse donc continuer. Donc là, on est… Donc sur notre page ici, il y a un commentaire. Donc je vais supprimer ce commentaire. Tu veux au final faire en sorte à ce que les personnes qui sont exprimées sur ce portail n'aient pas le droit d'expression. Ou c'est une erreur humaine, on va dire. Dans notre cas, plutôt une erreur humaine, bien entendu. Ce n'est pas notre souhait. Donc on veut revenir en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire une restauration, un reverse, on va le nommer comme ça, une restauration au travers du snapshot. Tout à fait, c'est effectivement ce que je vais vous démontrer là. D'accord.
Pour faire ça, il y a quand même un minimum de choses que je dois faire. Je vais devoir arrêter l'application, on connaît ça, hein, c'est pas nouveau. On connaît dans le monde physique, dans le monde virtuel. Donc à un moment, pour revenir à un état cohérent, je suis bien obligé d'arrêter l'application. Ça va être exactement le même mécanisme au niveau de Portworx et de Kubernetes. D'accord. Donc pour ça, j'utilise une commande qui va dire que je mets à 0 le nombre de pods qui gèrent cette application. Très bien. Donc si pendant que tu fais ces opérations, si je comprends bien, en fin de compte, là, on vient de faire une prise d'image du contexte applicatif. Alors, je ne sais pas si on peut parler de contexte applicatif. Est-ce que j'ai fait une prise d'image des données en tant que telles sur le volume persistant? Est-ce que j'ai fait une prise d'image de l'application? Ou concrètement, j'ai snapshoté quoi, concrètement? Là, j'ai snapshoté un volume, uniquement un volume. Donc, c'est dire que toutes les données qui sont dans ce volume vont être préservées et je pourrai les restaurer. Par contre, voilà, on insiste depuis le début, hein, on parle de contexte d'application, donc on a expliqué que ce n'est pas suffisant dans le monde de Kubernetes. Je comprends. Il y a d'autres services, d'autres fonctions, d'autres fichiers de configuration qu'il faut prendre en compte si on veut vraiment restaurer complètement son application. Et on va voir que là, je vais très bien restaurer mon application, je peux même l'utiliser pour dupliquer mon environnement, pourquoi pas, vers de la prod, vers du dev ou de l'intégration, hein, ça peut être une utilisation, mais on va voir que ce n'est pas suffisant. Hein. Donc on voit que l'ensemble des services sur un nouveau online. Fenêtre, donc il y en a un qui est effectivement, alors je n'ai pas encore restauré, il y en a un donc on n'a plus le pod qui correspond à la base de données MySQL que je vais restaurer hein, pour revenir à mon état cohérent. Mais on voit d'autres services, hein, justement des services réseau, les déploiements, les réplicassettes. Il y a d'autres choses qui existent. Hein, et si on ne restaure pas l'ensemble de ces éléments, on ne restaure pas complètement l'application. D'accord. Donc là, pour l'instant, on est ciblé sur le stockage. Si je peux le nommer comme ça. Le stockage persistant, si on veut utiliser les termes un petit peu moins du monde du stockage traditionnel. Donc là, je viens de demander d'utiliser le snapshot précédent pour restaurer sur le volume qui est existant. J'aurais pu cloner au travers de snapshot sur un nouveau volume, comme on l'a expliqué, pour créer un nouvel environnement par exemple. Donc là, on est revenu sur la censure qu'on a réalisée en censurant le commentaire. Et ça y est, c'est déjà fait là? Alors là, pas encore, hein, c'est-à-dire que si je vais sur mon serveur, je n'ai pas encore redémarré l'application. J'ai pas de base de données. J'ai pas de base de données, donc j'ai une erreur. Donc je vais redémarrer mon application. Toujours au travers de commandes Kubernetes. Tout à fait. Donc, et on va voir sur la petite fenêtre, voilà, qu'il est en train de recréer le conteneur. D'accord. Une fois qu'il va être running. Que l'appli est déjà démarrée. Ça, c'est parce qu'il y a une armée de CPU, de RAM pour pouvoir supporter tout ça. Et on retrouve notre commentaire. Tout à fait. Bon, ça a été simple au final. C'est consommable par les utilisateurs, les administrateurs du monde Kubernetes. Alors, on évoquait tout à l'heure la notion de snapshot et là la notion de backup. Si on doit, je ne vais pas opposer les deux, mais au final, on a une vraie différenciation là dans Portworx, si je résume. Si j'ai bien compris, on a pris un snapshot de la data, de la donnée persistante, et on l'a remise à disposition, ce qui nous a permis de remettre à disposition notre application dans l'état où elle était à un instant T, mais on a agi uniquement sur le stockage. Tout à fait. Et je n'ai pas sauvegardé l'application en tant que telle. Pas du tout. Donc là, on peut vraiment considérer, dans ce fameux débat, de dire qu'un snapshot, dans ce monde, n'est pas un backup. On est bien d'accord. Et pour deux raisons. Première raison, comme tu l'as expliqué, ce qui peut fonctionner dans la virtualisation, en prendre un snapshot d'une machine virtuelle, permet vraiment de récupérer l'état complet de l'application. D'accord. Par contre, le snapshot, en plus, il reste local au stockage. Donc, si je perds toute ma solution, mon site, je perds mes données. Une vraie sauvegarde doit être externalisée sur un site tierce pour permettre, effectivement, en cas de sinistre majeur, de pouvoir restaurer ces données sur une nouvelle architecture, par exemple. D'accord. Je te laisse nous montrer ça. Oui. Donc, là, on va faire vraiment quelque chose d'un petit peu plus violent, hein, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'on va carrément supprimer le namespace qui englobe l'application. C'est-à-dire qu'on va supprimer toutes les données existantes sur le cluster Portworx. D'accord. Donc on a déjà fait une sauvegarde au préalable. On va d'abord commencer par la sauvegarde. Je vais vous montrer, voilà, à travers de notre module PX Backup, effectivement. Ah, il y a du graphique aussi. On a aussi une interface graphique, tout à fait. On est plus dans un monde où on aime les fichiers YAML, les commandes. Non, il y a aussi un peu de graphique. Bon, ça fait bien voir aussi que tout évolue et on retrouve de l'interface graphique même dans ce monde. Donc, c'est notre interface PX centrale qui permet de retrouver des informations à la fois
sur la partie cluster, où je retrouve mon cluster qui est celui-ci de démonstration, D'accord. où je vais retrouver les composants de mon cluster Portworx, savoir les différents nodes, les volumes, les poules de stockage. Donc, on n'a pas forcément le temps d'aller dans le détail de l'architecture, mais voilà, je vais retrouver des informations, y compris, pourquoi pas, si je veux voir le snapshot que j'ai créé précédemment, je peux le retrouver ici, il apparaît à ce niveau-là. D'accord. Donc, juste avant, il faut juste que je fasse le ménage complet avant de faire cette démonstration. Oui. Parce que c'est bien d'avoir des snapshots, des backups, mais quand on veut supprimer, des fois ça nous bloque un petit peu. Tout à fait. Donc là, tu supprimes les snapshots résiduels. Je supprime le snapshot et ce qu'on appelle le module, le volume qui m'a servi à restaurer le snapshot. On génère deux volumes pour ce mécanisme. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu supprimer. Il y a des protections qui existent au niveau de Kubernetes, quand même, bien, des mauvaises manipulations. Donc, j'aurais toujours pu préserver effectivement ces données. D'accord. Donc là, si je ne l'ai pas fait, effectivement, j'aurais été embêté dans la suite de ma démonstration. Donc, on va d'abord aller sur la partie backup. Donc, j'ai choisi mon cluster et je vais choisir le namespace WordPress. D'accord, qui est mon application WordPress qui contient MySQL, WordPress et tout ce qui ses constituantes. Donc là, on retrouve vraiment tous les éléments qui nous permettent de déployer une base de données. Par exemple, je vois qu'il y a l'élément secret qui nous permet de mettre, alors c'est un des moyens, mais qui nous permet de mettre le mot de passe de la base MySQL au sein du contexte Kubernetes. Donc là, en gros, on retrouve, comme tu l'as dit, le namespace, mais avec tout son écosystème et tout ce qui constitue l'application WordPress en tant que telle. Et on voit bien que si on prend juste la partie volume, qui est représentée par ces deux entités ici, il nous manque des informations pour pouvoir restaurer. Tu parlais du secret, voilà, si j'oublie de prendre cette partie-là, mon serveur d'application va plus pouvoir se connecter à ma base MySQL. D'accord. C'est vraiment important effectivement de pouvoir sauvegarder l'ensemble de ces éléments. Ok, donc là, j'ai juste à cliquer sur Backup. Tout à fait. Rentrer quelques informations, mais simple, un nom de backup. Je peux aussi automatiser, je peux planifier bien entendu les sauvegardes. D'accord. Donc, ensuite, je vais dire vers quelle cible. Donc, les cibles sont des cibles de type S3. Ça peut être notre solution FlashBlade, notre solution Scale-out, haute performance dans le mode fichier, dans le mode objet. Ça peut être une target Amazon S3 ou des équivalents. Il faut savoir discuter S3. D'accord. Et prochainement, on supportera aussi la partie NFS. Alors, l'une des meilleures solutions serait peut-être de mettre le cloud objet dans Tmeta, mais bon, vous avez aussi une bonne baie, donc on va essayer de l'utiliser pour cette démo. Voilà. Qui a avantage effectivement d'apporter de la très forte performance et fournir des CLA très très courts pour les clients pour des applications critiques en termes de sauvegarde et de restauration. Donc soit je le prends maintenant, soit je le planifie comme j'ai dit. Et on parlait effectivement d'application, donc il y a plusieurs méthodes de protéger une application. On dit crash consistant. D'accord. C'est-à-dire que l'application, du moins, le conteneur va redémarrer, mais parfois les applications ne redémarrent pas correctement parce qu'on n'a pas mis la base de données dans un état cohérent. Et nous, on est capable effectivement de faire des applications consistantes backup, c'est-à-dire qu'on va mettre l'application et les bases de données dans un état cohérent. D'accord, on va utiliser donc des scripts de pré- et post-traitement qu'on pouvait connaître auparavant. Alors c'est plutôt une bonne chose, parce que ça donne énormément de flexibilité et d'adaptabilité, puisqu'on peut modifier ces scripts pour y injecter ce qu'on veut, des éléments d'export ou je ne sais quoi au préalable. D'accord. Et donc là, à partir du moment que tu vas faire un create, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va lancer la sauvegarde. Je vais lancer la sauvegarde, tout à fait. Donc je le fais. Donc je vois effectivement que les informations avancent, donc il va sauvegarder les volumes physiques, sauvegarder les différents éléments de l'application. Une fois qu'il aura fini, je pourrai restaurer ces éléments. On pourra aller dans Restore pour voir les éléments à disposition et pouvoir réaliser, je restaure potentiellement mon application complète et je suppose d'une manière granulaire certains objets. Si j'ai supprimé mon secret sans faire exprès, je pourrais le restaurer? Tout à fait. D'accord. Je ne suis pas obligé de restaurer la totalité de l'application. Ça peut être juste, comme on l'a vu au travers du snapshot, juste le volume physique, ou ça peut être d'autres éléments, comme tu dis, le secret. On a vraiment une flexibilité à ce niveau-là. D'accord, donc là on se retrouve avec une sauvegarde qui va durer 10 minutes, un quart d'heure. Non, c'est déjà fini. Quelques secondes. Bon, il n'y a pas beaucoup de données, on va pas amener énormément de fierté derrière avoir été rapide sur 137 mégas, mais donc c'est relativement rapide. Ça reste du transfert de data quand même. Ça reste du transfert de data, donc optimisé. En plus, la solution est optimisée en termes de performance. D'accord. Par contre, effectivement, on a plutôt une bonne réputation en termes de performance sur la partie PX Backup. Oui, je crois que ça fait partie un peu de... Tout à fait. On va dire de l'ADN, c'est le terme que vous employez régulièrement.
Ok, et donc si je veux restaurer cette application, alors on va rester sur une restauration globale Oui. pour l'instant, mais on a bien compris qu'on pouvait être granulaire. Il y a des prérequis, il y a des choses à Je vais valider. d'abord supprimer l'application, sinon ce sera Ouais, un ça petit peu peut- facile. Hein, On pourrait restaurer par-dessus. On pourrait aussi restaurer par-dessus, mais ce D'accord. serait difficile de voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc pour ça, je vais carrément, comme je disais, supprimer le namespace. Donc avec de la commande Kubernetes, encore une fois. Alors tu utilises kubectl pour ça, d'accord? C'est ça. Donc il va supprimer les différents éléments, les volumes physiques, les services, les déploiements. Donc, Le stockage les pods, persistant aussi. tout le stockage persistant, tout à fait. D'accord. Et là, concrètement, à partir de là, je peux considérer que j'ai supprimé mon information, j'ai supprimé ma data. Si je vais sur mon application, il ne se passe plus rien. On va le voir. Donc là, a priori, il a fini de supprimer l'ensemble des éléments. Donc on va le vérifier. On fait un refresh de la page web. Donc là, la page telle qu'elle était précédemment. D'accord. Et je vois que je n'ai plus rien. Donc là, Pure Storage n'a plus de site web. J'ai perdu mon site web. Donc on va reconstruire le site web de Pure Storage. Tout à fait. quelque chose près. Donc, je vais effectivement utiliser la partie restauration. D'accord. D'une manière graphique, toujours. Tout Toujours est possible aussi d'une manière ligne de commande. Oui, il y a la possibilité, mais En API. voilà, dans le monde du backup, on aime bien quand même avoir des interfaces graphiques. Donc c'est pour ça que ça permet effectivement aussi, on a des notions de rôle, hein, où on peut dédier à des personnes d'être autonome et pas forcément de faire appel à un administrateur pour réaliser ces opérations. Ok. J'ai aussi la possibilité de restaurer sur un autre cluster. Hein. Ce n'est pas la démo qu'on veut faire, mais on a beaucoup de possibilités en termes de restauration. Je peux le restaurer sur un autre namespace. Hein. Je ne suis pas obligé de le faire sur le namespace d'origine. Donc j'ai vraiment beaucoup de flexibilité et je peux aussi choisir les éléments que je veux restaurer. Okay. Et je peux, comme on l'a dit tout à l'heure, remplacer les éléments qui existent. Donc je vais le restaurer tel quel. D'accord. Donc intéressant ça. Ça veut dire qu'on peut restaurer sur un autre cluster. Ça veut dire qu'on n'a pas de limitation au contexte, à la source où on était présent pour protéger l'information. Si demain j'ai l'intégralité de ce site qui n'est plus disponible, que mon stockage S3 était chez Antemeta par exemple, j'utilise ma solution Portworx qui se reconnecte au S3 Antemeta dans une zone qui serait mise à disposition, bon, pas Antemeta ou quelqu'un d'autre, disons que le client a son site, mais il a capacité à dire je vais pouvoir restaurer sur un autre cluster. Je ne suis pas très axé sur je travaille dans un monde, dans un cluster Kubernetes, et je ne suis pas complètement lié à ma source. Non. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que PixBackup est un module à part. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir l'ensemble de la suite Portworx, hein, la partie Portworx Enterprise, hein, qui a la gestion des volumes, hein, tel qu'on l'a vu. Mais si le client veut utiliser une solution tierce, il peut le faire. Et parce que Portworx PixBackup lui convient comme solution de sauvegarde, en termes de flexibilité, performance, enfin, tous les avantages qu'on a un petit peu pu évoquer, il peut utiliser PixBackup. On peut aussi utiliser PixBackup, pourquoi pas si le client n'a pas la partie Portworx complète, avec l'ensemble des modules, pouvoir migrer aussi des données, hein, comme on l'a dit. Hein. On fait faire une sauvegarde de son environnement et le dupliquer sur un autre environnement. Faire du move to cloud ou je ne sais trop quelle opération. Voilà. D'accord. Notre restauration est finie? La restauration est finie. On voit sur la fenêtre qu'on a recréé l'ensemble des services. D'accord. On va vérifier sur l'interface web. Effectivement, il a bien fini la sauvegarde, la restauration. C'est relativement rapide. Donc je vais faire un refresh et je vais voir si je récupère mes données et mon service est de nouveau opérationnel. Bon, plutôt intéressant tout ça. Alors, on avait plein de choses à montrer, on va manquer un peu de temps pour arriver à démontrer toute la richesse fonctionnelle. Si on a bien compris, on a vu là qu'on avait capacité à restaurer pour faire du disaster recovery. Portworx a un module aussi qui permet de faire du disaster recovery, mais pas basé sur le backup, basé sur le stockage, la application, la distribution du stockage entre différents environnements. Donc ça pourrait être peut-être un tech lab qu'on pourrait dédier au disaster recovery, à fait de le faire peut-être demain de déplacer quelques applications Pure Storage chez Antemeta, essayer de voir un petit peu comment on peut négocier ça avec la Corp. On doit pouvoir trouver un moyen de trouver quelque chose d'intéressant là-dessus. Tout à fait. Effectivement, on pourra démontrer plusieurs choses, hein, à la fois des métro-clusters qui nous permettent d'avoir des RPO 0, c'est-à-dire de ne pas perdre de données, et de redémarrer très rapidement, hein, avec toute l'automatisation de Kubernetes entre autres et de Portworx. On peut faire des sites répliqués de manière asynchrone et aussi de pouvoir migrer, donc utiliser un peu les mêmes mécanismes. Hein, la logique, on la verra lors de ce Tech Lab, qui est un peu la même, de migrer ces applications d'un environnement à un autre, hein, du cloud vers
un autre cloud, D'accord. de l'on-prem vers le cloud. Voilà, on peut vraiment migrer dans tous les sens en application avec des architectures Portworx. Bon, passionnant tout ça. Si on devait conclure un peu avec tous ces éléments, alors on a déjà évoqué un peu la sauvegarde, si on devrait vraiment conclure, parce que le temps nous manque, hein, aujourd'hui, je pense que le point important, c'est aujourd'hui de voir qu'on a des solutions aujourd'hui, des solutions qui ont été imaginées, développées, réfléchies dans la philosophie de ces conteneurs, cette notion de cloud base, comme je disais tout à l'heure. Que ce soit mieux ou moins bien, je pense qu'on est toujours mieux dans une adoption du modèle fonctionnel, qu'on sait faire de la protection de la donnée persistante, ça c'est un point important, distribuer cette donnée, parce que mine de rien on a parlé de la protection, mais un des intérêts de Portworx aussi, c'est d'avoir des clusters avec différents nœuds, mais de prendre la data et de la distribuer entre ces workers, ces différents nœuds, donc ça c'est un point important, donc ça devient un petit peu un orchestrateur additionnel à l'orchestrateur qui est Kubernetes, qui arrive sur le monde du stockage, de la sauvegarde, et si je devais conclure, du disaster recovery aussi. Tout à fait. On a vraiment, avec Portworx, une réponse complète. Hein. On l'a vu au travers de la data protection avec la partie PX Backup. On l'a vu déjà, on n'a pas vu la totalité des modules. Hein, et la partie PX Store qui gère effectivement tout le stockage. Hein, et la partie persistance du stockage, les gestions de snapshots, des groupes de snapshots, aussi la possibilité de pouvoir envoyer vers une solution cloud. D'accord. Voilà, on a beaucoup de possibilités qui sont offertes. Et comme tu le dis, effectivement, apporter une réponse. Hein, c'est là que une des grosses difficultés aussi dans le monde du conteneur, c'est d'apporter une résilience sur les applications en distribuant ces applications sur plusieurs sites, de manière synchrone ou asynchrone. Bon, très bien. Écoute, merci. Merci Du Stéphane. temps passé, hein, parce que je crois que même si, encore une fois, on essaye d'amener une approche assez humble sur ce nouveau domaine, ce nouveau périmètre, on voit qu'on a des solutions intéressantes, qu'on a des choses à évoquer, on a peut-être des nouveaux projets à essayer de discuter avec nos clients, surtout pour leur indiquer qu'aujourd'hui, c'est un monde sur lequel il y a des réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, demain, on répondra à toutes les demandes, tous les besoins parce que c'est un peu pas évident, parce que c'est en amélioration, c'est en évolution continue et c'est pas évident d'arriver à tous ces maîtriser. Mais on voit qu'on a une réponse entreprise qui est portée par des éditeurs, des constructeurs tels que Pure Storage. Effectivement, on a une réponse et aujourd'hui, si on regarde un peu toutes les analyses, hein, le développement des applications se fera effectivement au travers de conteneurs et de solutions comme Kubernetes. Donc, il est important d'avoir une réponse à ce niveau-là. Ok, parfait. Merci Philippe. Merci Stéphane. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire, ce Tech Lab. Il faut qu'on s'habitue au nom, puisqu'aujourd'hui on lance une nouvelle gamme, on va dire, de présentation qui se veut le plus pragmatique possible pour des sujets d'actualité, des sujets qui, je l'espère, vous ont intéressé et vous permettront de découvrir de nouveaux Tech Labs, de nouvelles technologies, de nouvelles solutions, et peut-être d'avoir un nouveau regard sur ce monde de l'informatique, ce monde du SI, ce monde de l'intégration. Et merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt, et à bientôt sur un nouveau Tech Lab. Merci, au revoir. Bonjour à tous, merci d'avoir participé à cet événement pour essayer de rendre la chose la plus agréable possible. Je voulais quand même conclure sur ce Tech Lab par une question pour toi Philippe. Aujourd'hui, on connaît Pure Storage pour ses solutions matérielles et son innovation. On commence à connaître Pure Storage par cette nouvelle technologie qui est Portworx, mais on commence à se poser la question aujourd'hui, quelle est la synergie qui sera possible, qui sera rendue possible demain pour ces différentes solutions. On rêve un petit peu d'une offre qui nous permettrait de faire quoi? Tout simplement de dire que Portworx peut profiter des capacités technologiques de Pure Storage, que ce soit l'optimisation, que ce soit l'utilisation des données protégées par le Safe Mode ou je ne sais quoi d'autre, tous ces différents éléments. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de partager un peu une vision d'avenir ou une vision stratégique de la Pure Storage sur Portworx et Portworx chez Pure Storage d'une manière un peu plus globale? Tout à fait, Stéphane. Donc, effectivement, ça fait partie, on a notre grande messe annuelle qui s'appelle Accelerate chez nous, qui vient d'avoir lieu là sur le dernier mois.
dans lequel on a eu diverses annonces, et effectivement, une des annonces, c'était une intégration plus forte entre la solution Portworx, qui était une solution qui reste agnostique, on ne va pas changer ce mode de fonctionnement, mais d'avoir une intégration plus poussée avec nos solutions existantes, que sont notre gamme FlashArray, notre gamme historique Block, mais aussi notre solution FlashBlade, où on va vraiment pouvoir piloter de manière très très fine, directement au travers de Portworx, le provisionnement de volume dynamique depuis ces solutions. Et comme tu dis, il y aura des choses, effectivement, donc SafeMode n'est pas encore supporté, mais SafeMode, notre système de protection contre les attaques de type ransomware au niveau du stockage, le sera très prochainement aussi au sein de Portworx. Ok, donc un peu de stratégie toujours intéressante pour comprendre un peu cet avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat pour poser vos questions, ou l'onglet questions qui est dédié à ce type de demande. De toute façon, si vous souhaitez continuer ou engager une discussion ou essayer d'aller un cran plus loin sur se dire on a besoin peut-être de comprendre un petit peu plus au sein de nos infrastructures ce que représente l'intégration d'une solution telle que Portworx, ce que peut apporter une solution telle que Portworx dans le monde qu'on connaît bien, qui est soit de l'infrastructure traditionnelle, soit de l'infrastructure conteneur. Essayer de voir un petit peu comment on peut essayer de croiser les mondes et surtout les usages qu'on a pu connaître et qu'on connaît actuellement. Donc n'hésitez pas, Philippe et moi-même resterons pleinement disponibles. On sera un plaisir de venir en discuter, de venir nous challenger, voire de déployer des solutions sur vos infrastructures si vous le souhaitez, afin de vous démontrer que ces solutions ont un intérêt. Surtout, elles apportent une vraie plus-value, que ce soit dans le quotidien de ces applications, mais aussi dans la protection de ces environnements, parce que aujourd'hui, on sait que la notion de protection de données, on sait que la capacité à remettre en service rapidement des applications métiers est un sujet phare et majeur pour l'entreprise. Donc, des solutions de protection ont leur place dans les entreprises. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet événement. Vous allez avoir un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction pour pouvoir nous remonter des avis, nous remonter peut-être des remarques ou ainsi de suite. On est preneur pour pouvoir faire évoluer le format, que ce soit sur les sujets traités, que ce soit sur la manière dont ça a été réalisé. Ça a été un grand plaisir de préparer ce Tech Lab avec Philippe, et on ne manquera pas d'en préparer d'autres sur des sujets conjoints ou des sujets complètement différents. On est assez ouvert et dans la motivation de proposer de plus en plus de dynamique sur ce type de sujet. Merci à tous. Merci Philippe. Merci Stéphane. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain Tech Lab qu'on annoncera peut-être bientôt le futur sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.